Otep, 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 Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute. Défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Bon réveil matinal, merci à ceux qui se connectent à l'instant. Sur la page de Mumbeso que je suis. Merci de partager, d'inviter les autres, n'est-ce pas? Faites venir les autres pour qu'on discute, pour qu'on passe un bon petit moment. C'est un message de paix, c'est un message d'amour, c'est un message qui invite à l'union sacrée, surtout en ce moment où nous sommes à quelques mois des élections présidentielles dans notre pays. Et il est important ici de rappeler aux Camerounais que on n'est pas obligé d'attendre 2025. Ça peut se faire bien avant. Donc ce n'est pas pour rien que le président élu, lors de son discours, a insisté dessus en disant ça peut être demain, ça peut être en 2024. Salut Baoba Jacob Babou. C'est pas pour rien que le président a insisté en disant ça peut être demain, ça peut être dans quelques mois, ça peut être en 2024. C'est justement parce qu'il est important ici, où que vous vous trouvez, dans le monde. Le Bao Jaco, j'espère que tu es inscrit sur la liste électorale. J'espère que tu iras voter le moment venu. C'est le devoir de tous les Camerounais. Je fais ce live plein d'amour, comme d'habitude, plein de considération, d'affection, pour inviter les uns et les autres, n'est-ce pas, à nous rejoindre dans le grand défi. Voilà, c'est ça, Jaco, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de prétexte, je suis en Ouzbékistan. Il n'y a pas de prétexte, je suis... Peu importe où vous vous trouvez, là où il y a une représentation diplomatique du Cameroun, allez vous inscrire sur la liste électorale. Exigez d'avoir vos cartes consulaires. Le moment venu, allez voter massivement. Quand je dis que c'est un défi, quand je dis que c'est un grand défi, un grand challenge pour nous Camerounais, et quand je fais encore une fois référence à l'histoire, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Mais c'est justement parce que, en tant que Camerounais, il y a ce défi-là à relever. C'est quoi le défi? Le Cameroun tel que nous connaissons actuellement, ce pays, cet espace-là qu'on appelle Cameroun, est une ex-colonie, est une colonie. Pendant 32 ans, on a été sous protectorat allemand. Ça veut dire que les Camerounais de l'époque ne décidaient pas de leur avenir. Les Camerounais de l'époque ne pouvaient pas s'asseoir et réfléchir sur comment ils veulent gérer leur pays, comment ils se positionnent à l'international par rapport aux grands enjeux mondiaux. Les Camerounais ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas le faire. Quand les Allemands sont partis, il y a eu l'arrivée de la France et de l'Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Le départ des Allemands, c'était en 1916. Quand il y a eu le traité de Versailles, on est passé à un autre Cameroun. Après le départ des Allemands notamment. Conjointement administré par l'Angleterre et la France. L'Angleterre qui a divisé, qui a pris son morceau. La France qui a pris un autre morceau. Les Camerounais qui pendant 32 ans étaient sous protectorat allemand. Certains d'ailleurs de cette époque-là, ils étaient nombreux à parler allemand.
Ils étaient obligés d'apprendre le français et l'anglais d'un côté comme de l'autre. Mais malgré cette période-là, jusqu'à ce qu'on a appelé les indépendances dans les années 60, nos parents n'avaient pas eu le choix. Salut fille Bazou, salut Muriel Niamsi. Nos parents n'avaient pas eu le choix de décider de ce qu'ils veulent faire de leur pays. Justement parce qu'ils étaient dans un contexte de l'époque où il y avait plusieurs guerres à travers le monde. C'était encore avant. Bonjour Mafolor. C'était avant les indépendances. Il y a donc des organisations. Il y a eu par exemple la France-Afrique, pour le cas des pays francophones. Il y avait presque l'équivalent côté anglophone, mais avec quand même moins d'emprise et moins de domination fasciste. Mais il y a eu quand même de l'autre côté du Portugal, des pays lusophones, voilà, qui se battaient pour leur libération. Mais pour le cas de notre pays, le Cameroun, parce que je vais insister sur le Cameroun, nos parents ne pouvaient pas choisir ce qu'ils voulaient pour leur pays, pour leurs enfants, pour le tracé de tout ce qui était frontière. Les autres ont décidé à notre place. Jusqu'au point même le nom même de notre pays, crevette. Salut Hamilton Rotten, salut Véronique Tindo. Même le nom de notre pays, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Donc le défi pour 2025, c'est d'entrer dans l'histoire en tant que peuple. C'est laisser le tribalisme derrière. Laisser la division derrière. Rassembler tout le monde. Et réussir ce qu'on n'a jamais pu faire dans l'histoire de notre pays, le Cameroun. C'est le grand défi. Moi, je suis déjà entré dans l'histoire. Je suis entré dans l'histoire. Mais quand nous allons en 2025 réussir à installer le président Maurice Kamto au pouvoir, s'inscrire sur les listes électorales, voter le moment venu, surveiller son vote, attendre les résultats. Quand on aura voté tous, un président issu du vote du peuple, de la volonté du peuple, de la légitimité populaire, on sera tous dans l'histoire et moi je serai doublement entré dans l'histoire. Voilà mon grand défi qui m'anime. Je suis parti de 1919 jusqu'aux indépendances en Afrique francophone, anglophone, tout ce que vous voulez. Pour le cas du Cameroun, jusqu'en 1960, indépendance du Cameroun. Ce qui s'est passé dans cet intervalle, encore une fois, ce n'est pas nos parents qui décidaient de la langue qu'il fallait parler dans le pays, du tracé des frontières. Nos parents ne décidaient pas du contenu éducatif. Ils ne décidaient pas du système de santé. Nos parents, même sur le plan politique, ne décidaient pas qui allait être président. C'est la France qui décidait. C'est l'Angleterre qui décidait. On avait le côté anglophone, côté francophone. Ce côté francophone dont les élites ont été formées pour faire le hold-up sur la partie anglophone minoritaire et faire le hold-up également sur les richesses. Voilà ce qui s'est passé. Progressivement, les anglophones ont été engloutis, ont été bouffés, ont été absorbés par la puissance francophone. Quand je dis puissance francophone ici, entendez derrière la présence de la France, qui a toujours tout fait, n'est-ce pas, pour s'imposer côté anglophone. Et donc les richesses de cette partie anglophone sont exploitées au profit des multinationales.
au profit, n'est-ce pas, des caciques du régime, et les populations elles-mêmes ne bénéficient pas des retombées de ces exploitations, alors que c'est sur leur terre. Et c'est le cas dans tout le Cameroun. Partagez le live s'il vous plaît, partagez et invitez les autres. Il y a une dame là, Massa, il faut que... Marie-Claire Nankam, il faut que je dise un grand bonjour à cette dame. Marie-Claire Nankam. Quand je fais tous mes directs, elle est présente en temps et en heure. Je ne sais pas comment elle fait, mais bravo ma mère. Et je te dis merci, merci. Je te dis merci. Donc, nos parents ne décidaient pas. 58, ils ont installé, il y avait déjà l'ancien André-Marie Mbida, qui est dégagé en 58. La France installe son valet Ahidjo. Je brosse très vite pour ne pas me perdre, aller trop loin dans les détails. 58, le même Ahidjo devient Premier ministre. Il mène le Cameroun à l'indépendance, logiquement. En 1960, il devient président. Mais encore une fois, Ahidjo est installé au pouvoir par Jean Ramadier. Jean Ramadier ici est envoyé par le réseau FOCA. Parce qu'il fallait chercher parmi ces Camerounais-là, Mbida étant un peu belliqueux, avait un certain nombre de revendications qui ne plaisaient pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait choisir le plus docile parmi eux tous. Merci au colonel Yann qui bip les autres. Il fallait réussir, n'est-ce pas? Réussir à sortir du lot le Camerounais le plus docile qui n'allait pas gêner les intérêts de la métropole. Le choix d'Ahidjo est fait évidemment parce que Ahidjo est docile. Donc je prends même à partir de 1960, de 1958, où il y a tripatouillage des urnes et tout, bourrage des urnes, avec le réseau je vais me rappeler le nom. Un réseau spécialisé dans les tripatouillages des urnes en Afrique. Ça, c'était leur spécialité durant beaucoup d'années. Le réseau Pierre Pasqua, voilà. Ils vont donc réussir cela en 1958, bourrage des urnes et tout ce qui va avec. C'est qu'ils ont fait presque partout en Afrique. En 1960, indépendance du Cameroun. Le pays est divisé. Pendant que Ahidjo est en train de célébrer son accession au pouvoir, l'installation officielle d'Ahidjo en tant que premier président de l'histoire de notre pays, le Cameroun, le peuple n'est même pas au courant. Et à quelques kilomètres là, l'aéroport, les gens sont en train de se bagarrer et tout. Non, on n'est même pas au courant de ces conneries qu'il organise. Parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé au Cameroun qui a fait à peine un mois, qu'on appelle Jean Ramadier, qui à l'époque ici en France avait reçu, même d'ailleurs la femme d'Ahidjo, il avait reçu quelques personnes avec qui il a eu des discussions. Au départ, la France ne voulait pas d'un musulman au pouvoir. La France ne voulait pas d'un islamophile au pouvoir. Mais après réflexion, Jean Ramadier est celui-là qui, de retour en France, fait la proposition en disant que, mais au final, on avait des doutes sur la personne d'Ahidjo, mais c'est le meilleur candidat possible pour protéger nos intérêts au Cameroun. Le choix d'Ahidjo est fait, évidemment. De 1960 à 82, c'est le même réseau FOCA qui a installé Ahidjo. Quand Ahidjo s'en va à son tour, tu as le même réseau FOCA qui décide d'installer Paul Biya, qui lui a déjà été coopté depuis le Cameroun,
dans un réseau de Luipolo Djoula, qui était un Tchélé, et bras droit, n'est-ce pas, du système France-Afrique. Il va donc arriver au Cameroun s'installer. Quand vous voyez les hôpitaux à Luchem, comme vous voyez un peu partout au Cameroun à l'époque, les hôpitaux à Luchem, ça c'est l'œuvre de ce monsieur-là. Luipolo Djoula, le docteur Luipolo Djoula, qui allait dans nos villages et qui violait nos garçons. Il arrêtait les enfants partout, on lui taillait la pipe, il violait les enfants partout. Au Djoula. Et c'est dans ce réseau-là qu'il a été coopté depuis que Biya a été coopté. Depuis tout jeune et féminin et tout ça, fils de catéchiste. Son père était très proche des Blancs, adorait tellement des Blancs qu'il a introduit son fils dans ce réseau. Comme ça que le jeune Biya s'en va en France étudier. Pendant des années ici en France en tant qu'étudiant, Biya finissait l'école, il allait dans sa chambre d'étudiant. De sa chambre d'étudiant, il allait à l'école. Il ne rencontrait que uniquement quelques rares Camerounais. Et surtout, il rencontrait les Camerounais de son village. Parce qu'il faut préciser que Biya est un villageois. Biya est né là-bas, chez Anvormeka, les Fambeti Boulou. Il n'a pas connu autre chose que ça. Il n'a connu que les gens de son village. De là-bas, il est parti directement en Europe. Ne connaissant que les gens de son village, parlant sa langue et tout. Donc Biya n'est pas quelqu'un qui a sillonné le Cameroun, qui à l'époque était allé à la rencontre du peuple bamileke à l'ouest. Ce n'est pas quelqu'un qui était allé au Grand Nord. Ce n'est pas quelqu'un qui était allé je ne sais où. Non. C'est un villageois, fils de catéchiste. Quand il a obtenu son bac et tout, il est allé directement en Europe faire ses études. Et quand on était coopté par le réseau de Luipolo Djoula, il y avait une condition à remplir, c'est qu'il ne fallait pas se mêler de la politique. Il fallait tout simplement faire ses études et retourner le plus vite en Afrique, prendre des postes. C'est ce que Biya a fait. Pendant ces années d'étudiant ici, Biya n'est jamais descendu dans les rues manifester. Pendant ce temps, il y avait beaucoup de Camerounais de la même génération qui étaient engagés au FEANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire, de France, dont l'un des présidents était, comment on appelle l'ancien président de Guinée, il y a Cheikh Anta Diop et tous ces gens-là qui ont été présidents de tous ces mouvements. Il y avait des grands de l'époque, les Jacques Rabé Mananjara de Madagascar, le président Alpha Condé, tous ces gens-là, c'était d'une génération vraiment brillante de l'époque, des gens qui étaient étudiants ici. Biya ne faisait rien de tout ça. Il finissait l'école directement, il allait chez lui. Il faut lire Mongo Betty pour comprendre. Quand Mongo Betty te décrit Paul Biya, tu es dégoûté. Donc Biya avait accepté de remplir ces conditions. Donc quand Biya arrive, il a sa mission. Et en 62, il rentre directement au Cameroun pour travailler au cabinet civil. Il y avait des postes à pourvoir à l'époque. Il n'y avait pas de personnel formé. Il n'y avait pas de gens d'un certain niveau. Les gens n'allaient pas beaucoup à l'école à l'époque. Donc il suffisait que tu aies même le moindre CEPE de l'époque. Tu étais assuré d'avoir un bon poste dans l'administration. Biya retourne directement. Il entre aux affaires en 1962. On est en 2023. Il n'est jamais sorti de ce système. C'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie en profitant de l'argent du peuple. Il ne connaît pas autre chose que ça. Biya n'a jamais été même chef de banque dans sa classe. Biya n'a jamais créé une petite entreprise. Il ne sait pas ce que c'est. Il vit de l'argent du peuple. Tout. C'est tout ce qu'il sait. Et maintenant, il veut nous confier son fils pour faire pareil encore pendant 50 ans. Donc, on part de cette époque, 1884, on passe à 1916. Départ des Allemands. Nos parents ne décidaient pas. 1919, l'arrivée de la France, l'Angleterre. Indépendance en 1960. Nos parents, encore une fois, ne décidaient de rien. 1960, on est en 2023. Je parlais déjà de comment Aïe Diop a fait pour arriver au pouvoir. Je suis en train de vous parler de comment Biya a fait pour arriver au pouvoir. Donc à l'époque,
Le candidat qui est choisi par la France, encore une fois, c'est Paul Biya, parce qu'on sait que Paul Biya sera docile. Il s'est d'ailleurs vanté d'être le meilleur élève de la France. Biya a fréquenté ici. Il a fait l'école d'outre-mer. Une école vraiment spécialisée pour jouer le rôle de relais, n'est-ce pas, des colons en Afrique. Biya a fait ça. Biya sait très bien, il n'y a aucun dossier au Cameroun que Biya ne maîtrise pas. Quand il est même Premier ministre à l'époque, c'est lui qui pilote le dossier de la crise anglophone que vous voyez. Et aujourd'hui, étant président, c'est lui qui envoie son armée aller massacrer ces gens. Biya est là pour ses intérêts, pas pour les intérêts du peuple camerounais. Donc, Biya va arriver au pouvoir avec la complicité du réseau FOCA, du réseau de Lupol Odjoula, et aussi quelqu'un qui a joué un rôle très important à l'époque parce que c'est une affaire d'intérêt. On l'appelait le PDG de Elf. On l'appelait Loïc Le Floch Prigent. C'est tous ces gens-là, n'est-ce pas, qui ont travaillé d'arrache-pied, n'est-ce pas, pour que, le plus rapidement possible, que Biya prenne le contrôle. Sachant qu'il était docile et avait décidé de préserver les intérêts de la France, ayant fréquenté en France. Donc vous allez bien remarquer que tous ces gens qui sont retournés finalement trahir l'Afrique, c'est des gens qui étaient venus étudier ici et qui sont rentrés trahis. C'est le cas de Senghor qui a étudié ici, qui a rentré au Sénégal, vendre le pays, empêcher Cheikh Anta Diop, notre Osiris, d'enseigner à l'université de Dakar pendant plus de 20 ans. Vous allez à côté prendre la Guinée-Conakry, Alpha Condé qui a été récemment chassé, qui n'a rien foutu en Guinée. C'est lui, c'est des gens qui ont fréquenté ici et qui sont rentrés diriger. Vous allez voir les dictateurs qui sont au pouvoir, que ce soit Faure Gnassingbé, que ce soit du côté du Gabon, de plusieurs autres pays francophones. Encore une fois, vous verrez que soit c'était des étudiants intellectuels, des gens qui sont diplômés des universités françaises, soit c'était des soldats qui sortaient de Saint-Cy, soit c'était des gens qui sont allés faire la guerre en Indochine et autres pour le compte de la France. Donc, jusqu'à ce jour, ce n'est pas nous qui décidons. Biya n'est pas là pour nous. Biya n'a pas été mis au pouvoir par les Camerounais. Ahidjo n'avait pas été placé là par les Camerounais. Notre défi, cette génération, c'est de renverser ce régime. Notre défi, c'est faire en sorte que, pour la première fois dans l'histoire, que le président qui soit là-bas a tout dit. Encore qu'on peut déplacer la capitale, encore qu'on peut mettre la capitale ailleurs, mais quand je dis ça comme ça, bon, le président qui sera au pouvoir au Cameroun doit être le fruit de la décision du peuple camerounais. Si on arrive à faire ça, c'est qu'on a gagné. On aura au moins quelqu'un au pouvoir à qui on pourra dire un certain nombre de choses. Parce qu'il est là-bas, c'est nous qui l'avons placé là-bas. Nous aurons la légitimité même. Parce que maintenant, on a beau bavarder. Biya n'est pas mis là-bas par le peuple camerounais. Il est là pour les intérêts de la France. Et les puissances étrangères, les multinationales et tout ça. Et quand je parle de multinationales, c'est des multinationales qui ont parfois un budget 5 fois, 10 fois supérieur au budget de tout le Cameroun, qui est à peine de 5 000 milliards quelque chose. Vous avez des multinationales comme Nestlé. Nestlé a l'argent de tout le Cameroun multiplié peut-être par 50. Vous avez Total. Vous avez Perenco. C'est des mastodontes
Vous avez Maggi qui fabrique les cubes là. Vous simplifiez ces gens, mais attention. Les Suisses ont des plus grosses multinationales. Et toutes ces multinationales-là sont installées. Les Orange, les MTN et tout ça. Ces multinationales sont là pour exploiter. Il faut au moins ce qui est un président qui va aller gratter quelques miettes pour son peuple. Et notre choix, c'est Kamto. Si ton choix donc, je ne sais pas si c'est Cabral, si ton choix c'est Joshua ou c'est aussi, si ton choix c'est Désespoir Matomba, je ne sais pas qui, venez ensemble, que nous de l'opposition, nous les pauvres Camerounais, nous qui voulons le changement, qu'on se mette ensemble pour dépasser cela, tout ce qui est division et tribalisme, et entrer dans l'histoire en installant au pouvoir, pour la première fois dans l'histoire de notre jeune nation. C'est une nation en devenir, c'est notre souhait. Parlons de notre pays, parce que nous sommes plus ou moins dans un état tribal en ce moment. On deviendra peut-être une nation dans 50 ans, dans 100 ans. Quand on va sortir de l'esprit du village pour appartenir à une seule nation, à un seul projet commun, à un seul projet civilisationnel commun, panafricain. Voilà le défi qui nous attend. Mon frère du Nord, c'est à toi que je m'adresse. Et quand je parle du Nord, je parle de tout le Grand Nord. C'est à toi que je m'adresse. Le défi qui nous attend, voilà. Il faudra se battre en tant que citoyen camerounais. Il faudra te battre. Pas en tant que nordiste qui veut le retour du pouvoir au nord parce que le pouvoir a fait 41 ans au sud. Le pouvoir a fait 25 ans chez nous au nord, c'est aller chez les sudistes. Les sudistes ont confisqué pendant 41 ans. Il n'est pas possible qu'un autre sudiste prenne le pouvoir. Maintenant, ils doivent rendre le pouvoir aux nordistes. Comme si c'était un ping-pong. Entre le nord et le sud, il fallait l'échange, l'alternance du pouvoir. En tant que citoyen camerounais, il faut adhérer à ce projet national. C'est un défi. Nous devons entrer dans l'histoire. Mon frère du Grand Nord, c'est à toi que je m'adresse. Battons-nous ensemble pour faire partie de ce régime et installer celui qui aura le vote des Camerounais, de la majorité des Camerounais. À ce niveau-là, on aura gagné. Mais si vous partez de cette approche-là, si votre approche c'est prendre le pouvoir à tout prix parce qu'un nordiste a été là pendant 25 ans, un sudiste est là pendant 40 ans, nous, on doit reprendre le pouvoir. Comme je vois beaucoup d'élites du Nord se prononcer en disant que non, le pouvoir doit revenir chez eux au Nord. Parce que c'était au Sud. On aura perdu. On aura tous perdu. On aura, n'est-ce pas, tous perdu. Quand je parle ici de ceux du Grand Nord, je m'adresse maintenant, parce qu'on a vu avec Aboubakar Ousmane Mey, qui a fait un message très fort sur Equinox, en disant que de toute façon, malgré ce que vous êtes en train de faire, sachez que le Grand Nord est en train de se préparer. Et le moment venu, nous allons sortir le nucléaire, nous allons agir.
La seule chose qui se fait en ce moment, c'est que nous supportons encore parce que Biya qui est là, c'est celui à qui Ahidjo avait remis le pouvoir. Comme si le pouvoir est une affaire de partage de pouvoir entre copains, il a remis à Paul Biya. On remet l'avenir de tout un pays à un individu. Par concertation, voilà quoi, entre deux personnes. Donc, il faut sortir de cette logique régionaliste. Il faut que ce soit notre région. Ça ne doit pas être de l'autre région. Je m'adresse à mes frères Fambeti Boulou. Il faut se mettre dans la tête que il faut se préparer à cette éventualité. Le prochain président du Cameroun peut être encore Fambeti Boulou. Comme le prochain président du Cameroun peut ne pas être de cette région. Donc il faut déjà en tant que Fambeti Boulou se préparer en se disant, je dois m'habituer, je dois m'adapter à ce que demain, si le prochain président n'est pas de ma région, que je ne descende pas dans les rues pour dire que non, on ne veut pas d'un nordiste à Etoudi. On ne veut pas d'un Bamileke à Etoudi. On ne veut pas d'un Sawa à Etoudi. Il faut sortir de cette logique-là, se préparer. Parce que ce pays-là nous appartient à nous tous, en tant que Camerounais. Nous avons un défi à relever. Voilà le grand défi. Il n'y a pas un autre défi. Voilà le grand défi. Un Bamileke a Etoudi, jamais. Aller de l'autre côté, loin avec ça. Parce que pendant 40 ans, puisqu'on a été tellement habitué à ce système, on parle le Fambeti Boulou dans les bureaux, on a des postes partout parce qu'on appartient à cette aire géographique. On a peut-être tel marché public qu'on gagne parce qu'on a la proximité sociologique avec ceux qui prennent les décisions en haut. On a tellement vécu dans cette logique-là qu'on est à Yaoundé chez nous et c'est les étrangers, c'est les autres qui viennent sur nos terres, que nous sommes les rois de cette terre et que quelqu'un qui est supposé être étranger ne peut pas être président chez nous à Yaoundé qui est notre village. Au demeurant, Yaoundé est une ville construite à partir de 1888 par des Allemands, pas par des Camerounais. Par des Allemands. Et même les travailleurs qui étaient sur les chantiers n'étaient même pas Camerounais. Ils étaient Nigérians, ils étaient Dahoméens, ils étaient Soudanais, ils sont venus de partout. Aujourd'hui, ils se vantent en disant Yaoundé c'est notre pays capitale et qu'un Bamileke ne peut pas venir être président chez nous. Yaoundé c'était une vulgaire brousse. Ceux qui ont coupé les arbres, qui ont créé cette ville, qu'on appelle aujourd'hui Yaoundé la capitale, ce sont les Allemands. Donc, je m'adresse ici aux frères Fambeti Boulou. Il faut éviter cette prochaine guerre civile qui se prépare. Et il y a des officines derrière. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont en train de se frotter les mains en se disant, ouais, il faut que les Camerounais s'affrontent pour que on se fasse le maximum de bénéfices, le maximum d'argent en vendant les armes pour permettre aux Camerounais de s'entretuer. Ne tombons jamais dans ce piège. Faire une guerre civile, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. On ne sait pas combien d'années ça va durer. Combien de Camerounais vont mourir. Pour qu'après on se dise, ah, finalement même on a fait la guerre n'est pas bien. Alors qu'avant de commencer la guerre, on savait déjà que la guerre n'est pas bien. Mais on l'a quand même fait. Pour venir dire après, non, allons sur la table des négociations. On va négocier, mais entre-temps, les armes sont encore en circulation. La chance qu'on a au Cameroun, c'est que les armes ne circulent pas. Dans d'autres pays, souvent, là, ça chauffe à gauche, à droite, parce que les gens ont gardé des tonnes d'armes partout. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, si on lance juste un appel, il y a de fortes chances que ça commence à crépiter partout. Parce que depuis ce qui s'est passé en 2010, et même bien avant, il y a des gens qui ont encore des caches d'armes. Il faut faire attention. La guerre civile dans un pays comme le Cameroun, ça va faire des millions de morts, vu la haine qu'il y a entre Camerounais. La tension. Il faudra donc éviter cela. Donc j'ai fini de m'adresser aux frères Fambeti Boulou. C'est le message que je passe tout le temps.
Je passe le même message à mes frères Sawa. Et je vais terminer avec les Bamileke. Donc en tapant dans mon propre ventre. Il faut qu'ils le comprennent. Parce que par frustration, parfois aussi par haine de l'autre, par tribalisme, par jalousie et tout ce que vous voulez, même si le Sawa n'est pas forcément à la base un peuple de haineux. Je suis né et grandi en pays Sawa. Je sais ce que c'est. Oui, oui. J'arrive. Bonjour, vous allez bien? Hop. Donc, quoi qu'on dise, il va falloir passer le message. Parce que peut-être beaucoup ne se rendent pas compte aujourd'hui. Mais même sans le vouloir, les Sawa qui étaient des alliés stratégiques, les alliés traditionnels du peuple Bamileke, sont en train de devenir progressivement des alliés maintenant. Ils le sont même déjà. Des alliés, n'est-ce pas, des Fangbeti Boulou contre les Bamileke. Alors que ce sont nos alliés traditionnels. On a toujours été ensemble. Malgré il y a des moments où ça va pas, et des moments aussi où ça va. Il y a eu des frustrations. Leurs enfants ne sont pas recrutés dans l'administration, police, gendarmerie et tout ce qui va avec. Il y a cette frustration, on se dit, ah mais non, le port de Douala, c'est chez nous. Nous sommes des Douala, nous sommes le peuple Sawa. Mais ce qui se passe, c'est que, ah mais finalement, tous les postes sont remis aux Fangbeti Boulou et nos propres enfants ne travaillent pas. Les Bamileke ont pris nos terres. Au niveau de l'administration, nous ne sommes pas considérés. Regardez un grand peuple comme le peuple Bassa dans tout le Cameroun. Il y a à peine un seul Bassa, ministre, sans portefeuille, dans un faux poste qu'on a mis quelque part, ministre, je ne sais pas, des conditions féminines. Regardez un grand peuple comme le peuple Bassa. Bassa du centre, Bassa du littoral. Vous mélangez, mais ça fait beaucoup. Ils n'ont presque pas d'élite. Ou ils ont quelques petits élites ventrus là que le régime recrute de façon sporadique et tout. Bon, allez battre campagne, Bia, c'est le meilleur et autres. Et il y a cette haine-là, un peuple qui était ensemble hier pour combattre les colons. Aujourd'hui, c'est comme ça. Chacun a pris son chemin, Bamileke et Bassa. Chacun a pris son chemin. Pourquoi? Nous avons été au maquis ensemble, nous avons souffert ensemble. Nos parents ont été tués. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Bamileke sont devenus riches après ça. Et nous, les Sawa, nous sommes restés dans la pauvreté. Nous, les Bassa, nous sommes restés dans la pauvreté. Comme si les Bamileke avaient tendu un piège. Comme si les Bamileke avaient tendu un piège au Bassa et ils sont tombés dans le piège. Les Bamileke ont leur commerce, ils sont riches. Bon, je ne sais pas si je suis riche. Hein. Moi, voici en France, agent de sécurité, après avoir nagé. Donc, quand ils disent les Bamileke riches, je ne sais pas de qui ils parlent. Donc, c'est très important, ce point que je suis en train de développer. Ce point que je développe est essentiel. En tant que citoyen camerounais, quand je parle de Sawa ici, à l'intérieur, Bassa, les Douala, les frères Bakweri du sud-ouest, tout ça c'est la zone Sawa.
Ceux qui vous racontent les histoires, il y a 260 ethnies, 250 langues, toutes ces conneries qu'on raconte. Au Cameroun, il y a 4 grands groupes. Le peuple sahélo-sahélien du Grand Nord. Vous avez le peuple Sawa, les peuples Grassfield. Dans les Grassfield, mettez Bamoun, Bamileke, Tika, tout ça. Ça fait le peuple Grassfield. Et vous avez le peuple Fambeti Boulou. J'insiste bien là-dessus. Il faut parler toujours de ces 4 grands aires géographiques. Donc vous voyez même que si on voulait faire ce qu'on appelle les langues nationales, Biya aurait dû faire ce travail depuis 40 ans. Rassembler les Camerounais autour des langues nationales. Pas forcément une seule langue. L'Afrique du Sud a pu le faire alors qu'il y a une grande diversité en Afrique du Sud. Il y a 11 langues officielles en Afrique du Sud. Je ne parle pas de l'anglais ou bien de l'afrikaans, non. Seulement, il y a le Sesotho, tu as le Kosa, tu as le Zoulou, tu as le Ntswana, les peuples, le Bofuta Tswana. Tu as plusieurs langues. En tout, ça fait 11 langues. Donc, il suffit par exemple pour... C'est une question facile à régler. Il suffit pour le Cameroun de se dire, bon, on prend dans tout le Grand Nord. La langue la plus parlée, c'est quoi? C'est le Fulbe. On prend le Fulbe. On peut aller en pays Grassfield. Quelle est la langue la plus parlée? Là, ça va être un peu plus compliqué. Le Grassfield, chacun parle sa langue. Mais il y a une seule langue qui est à l'origine de toutes les autres langues, qu'on appelle le Bamileke Bafoussam. Parce que si vous prenez même le Baham, vous prenez le Banjounais, le Bafoussam, tout ça, ça se ressemble. Et il y a une seule. L'ancêtre est parti de Bafoussam. Pour faire tout ce qu'on appelle aujourd'hui le Grassfield Bamileke. Vous avez la langue Bamoun à côté, une très belle langue. Et d'ailleurs bien structurée avec une écriture Bamoun. On choisit une de ces langues, le peuple Tika, on regarde, on choisit une langue qui sera une langue commune. On prend un pays Sawa, puisqu'il y a une langue qui s'est déjà imposée comme une évidence, qui est le Douala, qui est la langue qui rassemble tous les peuples Sawa. À côté, un pays Fambeti Boulou. La langue la plus parlée, je suppose, c'est le Wondo. On choisit le Wondo, ça fait 4. On met ça au programme scolaire. On impose ça avec la force. D'ici 10 ans, 15 ans, les enfants qui vont naître vont parler ces langues. Ça devient une matière au programme. Tu n'es pas dans... On te force. C'est facile à régler ce problème-là. C'est facile. Que tu sois Bamileke, tu es né, grandi en pays Sawa, tu t'inscris, tu es la langue de là-bas que tu parles. À la maison avec tes parents. Tu peux parler la langue de chez toi, pas de souci. Mais à l'école, là, on t'impose sur le doigt là que tu vas apprendre. Donc, je serais moi aujourd'hui en train de parler, par exemple, le Bafang, je serais en train de parler le Bamedjou, je serais en train de parler le doigt là. C'est une richesse pour moi, de plus. Parce qu'en parlant le doigt là, je comprends mieux l'autre. Ça me permet d'aller vers l'autre. Ça me permet d'avoir des facilités quand je suis avec l'autre et de mieux le comprendre. Je le dis, je brosse ça comme ça vite fait, hein. Mais c'est plus complexe que ça. Il y a des choses au fond vraiment qu'il faut aller régler. Tu apprends la langue de ceux du Nord. Tu apprends la langue de Fambeti Boulou. Tu apprends les langues Bamileke. Toi, en tant que Bamileke, déjà avec tes parents, à la base, tu parles. Donc, c'est mieux, ce serait intéressant aussi pour toi, qui est ailleurs, un peu partout, d'apprendre ce qui vient d'ailleurs aussi. C'est important. Que les enfants, par exemple, des administrateurs, par exemple, un Boulou, qui est préfet à l'Ouest pendant, je ne sais pas, 10-15 ans. Que ces enfants qui sont là-bas, là, qui parlent la langue locale, qu'ils apprennent ça à l'école. On apprenait le Bafang à l'école. J'ai vu mes grands-parents à l'époque. Il y avait le Noufi. Il y avait les écoles là, on apprenait. Ta Nimengemoko. Il y avait un livre là même. Tout c'était écrit. Il y aura le français et l'anglais, évidemment, parce qu'il faut communiquer avec le reste du monde. Mais il y a nos langues, c'est des choses qu'on peut choisir.
Donc je parlais du peuple Sawa ici en général. Partagez le live s'il vous plaît, partagez. Donc parlant du peuple Sawa ici. Créer des élites. Quand je parle de créer des élites, je ne parle pas des élites qui seront créées ici par le gouvernement. Parce que quand c'est le régime en place qui crée ces élites, qui nomme à certains postes, c'est parce qu'ils espèrent quelque chose en retour. Ils espèrent que ces élites-là, au moment des élections législatives, présidentielles, municipales, tout ça, vont aller dans les villages Sawa les plus reculés, convaincre les populations de voter pour le RDPC, pour qu'ils perdurent au pouvoir, pour qu'ils se fossilisent au pouvoir. Voilà le rôle des élites. Ils ne sont pas là pour les populations. Ils sont là pour rameuter les populations, récolter tous les votes pour le compte du RDPC. Les Sawa, en tant que peuple, ils doivent s'asseoir et se dire, voici nos problèmes que nous avons. Même si certains occupent nos terres aujourd'hui, ils ont acheté les terres, nous avons vendu les terres, tout ce qu'il y a. Nos populations Sawa ne sont pas nombreuses. Pourquoi on ne fait pas d'enfants? Pourquoi nous, on ne fait pas de polygamie chez nous, les Sawa? Pourquoi nous n'avons pas une forte natalité? Parce que les Sawa, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Il faut viabiliser nos villages. Il faut former nos propres élites qui iront là-bas bagarrer, n'est-ce pas? Pour également quelque part apporter un plus. Il faut qu'en tant que Sawa, nous ayons aussi, voilà, des avantages sur nos propres terres. Quels sont nos problèmes en tant que Sawa? Ils sont tous en Europe. Tout le monde ne peut pas vivre en Europe, ça ne sert à rien. Il faut occuper les terres. Il faut se battre là-bas. Sur place au Cameroun. Ne pas se plaindre après que les gens sont venus, ils ont pris nos villages, ils ont arraché les terres. Non. Il est rare de voir un Sawa polygame. Pourquoi? Il est rare de voir un Sawa avoir 10 enfants. Pourquoi? Un frère a fait une vidéo où il parlait des filles Sawa qui ne veulent pas aller en mariage. Même si vous ne voulez pas aller en mariage, faites quand même beaucoup d'enfants. Il y a des langues en pays Sawa qui sont en train de disparaître. Il y a des langues dont vous n'avez même pas idée. Qui de vous connaît une langue qu'on appelle le Bafouné? Quand Wes Madiko, vous l'entendez chanter, il chante en Bafouné. Combien de gens connaissent la langue Bafouné? Il y a les Abo, il y a les Abo, il y a les Pongo, il y a ceci, il y a les Bafouné, les Bankon, il y a tellement de petites langues comme ça. Là. Vous n'êtes même pas entrer du côté de Yabassi. Si tu prends juste les quelques départements là, tu prends un peu le Mungo, tu prends tout ça. Il y a combien de personnes au Cameroun qui parlent Wodi? Les langues disparaissent dans ces zones-là, faute de locuteurs, parfois. Il faut se réorganiser en tant que communauté. Il faut récupérer le patrimoine, notre patrimoine national qu'on appelle le Ngondo. C'est l'institution la plus puissante du Cameroun depuis des siècles. Le Ngondo est là, ça fait peut-être 600 ans. C'est l'institution la plus ancienne et la plus puissante du Cameroun. C'est une fierté nationale. On doit dépoussiérer cela avec toutes ces conneries qu'on voit autour des gens qui font le hold-up et qui rechassent et qui repoussent des gens qui sont d'autres villages parce que non, c'est nous le doigt là, c'est nous les Sawa, ça nous appartient. Les autres, progressivement, les autres Sawa du sud-ouest se sont sentis frustrés. Les Bassa, qui sont aussi les Sawa, se sont sentis frustrés. Il y a tellement de frustration derrière que il y a eu les gens qui ont essayé de faire un hold-up dessus. Il faut réguler tout ça, régler tous ces problèmes. Plus vous êtes pauvre, plus vous n'avez pas réglé ce problème-là, plus vous êtes dans la frustration. Et tout de suite, celui qui sera l'objet ou victime de vos propres frustrations directement sur le terrain, c'est qui? C'est encore une fois le Bamideke parce qu'il est présenté comme l'envahisseur, il est présenté comme celui qui est venu prendre les terres, alors que le régime est en face et vous a tout refusé. Ça s'appelle un transfert d'agressivité. Au lieu d'agresser le régime,
on transfère son agression et ses frustrations sur le peuple moins cher qui est le peuple bamileke. Or, nous voulons vivre en bonne intelligence avec nos frères Sawa. Je le revendique. Je suis fils Sawa. Même si je suis notable Mumbeso Mbungo. Je suis né et grandi en pays Sawa avec mes frères de Njombe Penja. Mes frères Bafoun. Les mots sont aussi là. Il y a les mots. Parfois, on oublie. À l'époque, il y avait, vous voyez, il y avait un Samuel Eboa de l'époque. C'est certainement cette grande personnalité Mbo dans l'histoire de notre pays. Il y a des villages de ce côté-là qui sont en train de disparaître. Il faut faire quelque chose. L'État doit agir, mais aussi les élites. Au lieu de se lever, dire qu'on va aller taper les Bamileke, brûler l'Undop, demander de rentrer à l'ouest. Il y a des choses à faire ensemble. On a tellement de choses à faire ensemble. Ce projet-là national, nous devons le porter. C'est le projet de tous les Camerounais. Il faudra rassembler tous les Camerounais autour de cet idéal. Autour de ce projet qui consiste à renverser le régime en place, installer pour la première fois de l'histoire un président qui sera issu de la légitimité populaire. Celui-là qui sera le président voté et mis au pouvoir par les Camerounais. À partir de ce moment, quand ce président-là va dire aux Camerounais, je me sens acculé par la France, je me sens acculé par l'Angleterre, par les États-Unis, je sens que je suis en danger, je sens que notre pays est en danger, parce qu'il y a telle loi qui veulent me faire voter. Notre pays est en danger parce qu'ils ont pris les matières premières. Ils ne veulent pas me donner le pourcentage qui correspond au contrat signé. Ils veulent m'imposer ceci, ils veulent m'imposer cela. Alors, peuple camerounais, descendons tous dans les rues pour dire non à cette ingérence ou à cette injustice. Si ce président-là qui est issu du vote populaire dit aux Camerounais, rendez-vous à la poste centrale à 12h. À 12h, il y aura 10 000, 2 millions, 3 millions de Camerounais. Là. Les gens vont payer le transport même du Nord pour venir à Yaoundé. Parce que ceux-là ont voté pour ce président. Ils le reconnaissent comme celui à qui ils ont remis leur vote. S'ils lancent cet appel-là, les Camerounais, à travers le Cameroun, viendront et même partiront de l'étranger pour répondre à cet appel. Il aura la légitimité, la légalité et la légitimité. Mais tant que celui qui est là pour les intérêts, il a été nommé, il est là pour les intérêts des Occidentaux, ça ne marchera pas. Il n'est pas là pour nous. Je finis donc avec le peuple bamileke. Il y a eu en 1998, en 92, pardon, les mêmes frustrations et la stigmatisation que nous voyons aujourd'hui. Parce que celui qui à l'époque menaçait le pouvoir de Biya s'appelait John Fundi, qui est un anglophone, qui est de Bamenda. Sauf que cette stigmatisation de l'époque s'abattait sur ce que les Boulous de ce qu'on appelle le clan des Essingang avaient créé, qu'on appelle l'axe anglo-bami, qu'on avait présenté dans tout le pays, comme l'axe du danger qui veut déstabiliser le Cameroun, qui veut chasser les Boulous. Ils avaient peint ça comme ça. Et dans la presse partout à l'époque, ce n'était que ça, que ça, que ça, que ça. Ils ont répandu la même chose aujourd'hui avec les Bamileke. Parce que Maurice Kamto est Bamileke. Donc, partant de 92, même si à l'intérieur du même SDF, les Bamileke étaient stigmatisés. Quand vous voyez ce que Nietzsche subit, Jean-Michel Nietzsche subit avec d'autres gens, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Le Bamileke est dans le SDF, c'est un amour forcé. Depuis des décennies, ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours tout fait pour écarter le Bamileke parce qu'au sein du SDF, John Fundi a toujours rejeté les Bamileke. Ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Les anciens pourront vous en dire plus. Donc maintenant, comme il y a un parti qu'on appelle le MRC, et qui est un parti donc créé par des Bamileke,
qui est d'ailleurs taxé de parti tribaliste appartenant au Bamileke. Bon, nous on l'accepte. Il y a le maquis qui a été vécu. Il y a des traumatismes. Le peuple Bamileke a beaucoup subi le rejet des autres, la stigmatisation, la discrimination, la marginalisation même du pouvoir en place du temps d'Ahidjo, où il y a eu plus de 400 000 morts. Stigmatisation à partir de 1958 jusqu'en 1971 avec l'assassinat d'Ernest Ouandjé. Ce peuple a été martyrisé par Ahidjo. Sous les Biya, ce même peuple-là continue de subir. Même si Biya a coopté maintenant au sein de son régime certains pontes Bamileke pour mieux jouer le jeu dans le Grassfield en général et dans des villes au Cameroun où ils sont populaires. Ils mangent ensemble là-bas en haut. C'est une évidence. Maintenant, il y a l'arrivée de Kamto. Progressivement, il y a cette convergence vers ce grand leader. Il ne faut pas mentir que Kamto a un grand soutien, qui est également le peuple Bamileke, ce qui s'impose comme une évidence. C'est un parti communautaire. Comme le RDPC est communautaire, Fambeti Boulou, la grande base est Fambeti Boulou. Même s'il y a également beaucoup de Bamileke qui ont adhéré au RDPC. Parce qu'il y a des élites Bamileke qui vont faire le travail en disant votez pour le boss, Paul Biya. Comme dans tous les autres partis. Ces partis-là sont avant tout construits sur la base d'une communauté. Le MRC peut-être fait un peu la différence. Dans son directoire, vous allez voir des gens qui viennent de partout. Du Nord, de Bassa, de Sawa, Fambeti Boulou et autres. Mais la base, il ne faudra pas se mentir à ce niveau, ça reste Bamileke. Raison pour laquelle, attention, ils se disent, c'est un danger des Bamileke qui menace le pouvoir des Boulous. C'est comme ça que ça se passe. La réalité est là. Si vous voulez étudier les pays africains, vous voulez étudier ce déploiement de l'activité politique, si vous n'entrez pas dans le détail du tribalisme et de la religion, votre analyse sera biaisée d'avance. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, ça ne sert même à rien de continuer l'analyse. Vous allez vous tromper. C'est pour ça qu'il faut comprendre la composition anthropologique pour entrer dans certains détails. Donc, le Bamileke, longtemps frustré, stigmatisé, marginalisé, commence à se dire quelque part, et je parle du Grassfield ici en général, du Grassland. Parce que quand on parle du Grassfield en général, on parle toujours du Bamileke. Évidemment parce que le Bamileke est celui-là, le seul d'ailleurs, qui assume très bien son, si vous voulez, ce chapeau ou cette couverture, ce manteau de Grassfield, si vous voulez. Les autres, parfois, ne veulent pas être assimilés à cela. Par exemple, les Bamoun. Ils te diront tout simplement qu'ils sont Bamoun. Ils ne vont pas forcément s'assimiler au Grassfield. Encore moins, ils ne veulent pas être, qu'on parle d'eux en tant que Bamileke. Ils sont Bamoun. C'est leur droit. Donc, progressivement, il y a des Bamileke qui se disent, mais on a longtemps subi cela. On a la chance aujourd'hui d'avoir notre fils Kamto. C'est aussi probablement notre tour. Les Nordistes ont été là pendant 25 ans. Biya est là à 41 ans déjà. Il faudra aussi que ce soit notre tour. Nous avons un projet national, pas un projet tribal. Et le projet que le MRC porte est un projet national. Je m'adresse ici à certains des Bamileke qui perdent souvent la route et qui racontent tout et n'importe quoi. J'ai vu des posts des gens qui disent que attendez quand on sera au pouvoir, on va vous raser. Faites très attention au discours que vous tenez. Même sur les réseaux sociaux, rien ne se perd. Tout est enregistré. Ce que les Claude Abbé font là,
le pasteur à Tanganangwa qui avait appelé à dératiser, à sortir tout l'esprit bamileke du corps des gens. Tous ces tribalistes-là, n'oubliez pas que même demain, le poison que vous êtes en train de répandre sur chaque Camerounais en appelant à aller tuer l'autre, en appelant à détester l'autre, en appelant à aller porter les machettes, les Amer Kamer et tout ce qu'ils font là. Si demain il y a la guerre civile là, vrai, on va vous ramasser tous. Hein. Parce que chaque guerre civile ou bien génocide a ses idéologues. C'est un projet qui est porté. Quand vous voyez des gens s'asseoir, ils écrivent des livres contre le peuple bamileke pour dire chassez-les. Vous voyez les gens monter sur les plateaux télé pour dire rentrez chez vous. Tout ce que vous voyez les Dieudonné et son bas-fond là. C'était comme ça au Rwanda. Comme ils sont en train de blaguer sur les plateaux, ils croient que c'est la blague. Mais leur message passe. Malgré même vous doit demander pardon, mais ça n'efface pas les blessures. Les Bamileke ont ramené le choléra à Yaoundé, les porcs, les saletés, les mamans Bamileke qui ne se lavent pas les fesses et vendent les condiments au marché. Tout ce qu'elle a raconté là. Demain, ça pète au Cameroun, vrai. Après, quand on va faire le décompte, si tous ces gens sont encore en vie, ils seront ramassés un à un. Les gens s'amusent. Hein? Le poison que vous distillez tous les jours sur les réseaux sociaux, par écrit, par je ne sais pas quoi, des voix sur WhatsApp et autres, rien ne se perd. Faites très attention à ce que vous tenez comme discours. Faites très attention. Vous connaissez l'histoire certainement de Théoneste Bagosora, qui était d'ailleurs caché au Cameroun à l'époque. Il se réfugiait au Cameroun à l'époque, avant d'être arrêté par la Cour pénale internationale de justice. Il est en prison aujourd'hui. C'est l'un des cerveaux. Même Félicien Kabougia, le boucher là, tous ces gens-là, on va les arrêter. Il a d'ailleurs été arrêté à plusieurs reprises. Théoneste Bagosora, c'est quelqu'un qui était à l'école ici à l'époque en France. Il a fait l'école de planification des génocides ici en France. C'est lui qui est rentré au Rwanda, planifié et fait toutes ces guerres-là. Quand ça a pété, il y a eu génocide, il a fui. Il s'est réfugié au Cameroun. Le gouvernement camerounais, pour ne pas se salir les mains dans cette histoire et paraître aux yeux des organisations internationales comme ce pays-là qui protège les génocidaires, on a livré Théoneste Bagosora. La CPI est venue le sucer. Partir avec lui. Parce que vous distillez la haine. Vous distillez tous les jours les messages génocidaires. Portez les machettes. Allez tuer les autres. Allez faire ceci. Vous croyez que ça reste là? Si vous faites un direct, il y a 30 personnes comme je suis en train de faire. Si je lance un appel ici à aller faire quoi que ce soit, ça ne sera pas seulement pour les 30 personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont mettre en pratique ce que je dis et qui vont distiller le message ailleurs. Il faut passer le message de paix entre les Camerounais. Il faut passer ce message d'amour, de paix, d'union, de solidarité. Et leur rappeler ceci que nous avons un seul projet. Si tu aimes ce pays-là, tu ne peux pas t'opposer à ton frère. Raison pour laquelle je dis ici aux autres que faites attention. Vous ne savez pas ce que ça fait aux gens quand vous allez sur la toile. Vous voyez les gens dire comment les Bamileke couchent avec des serpents. Ils couchent avec leur mère pour avoir de l'argent. C'est des femmes là, avec les immeubles hantés, leurs maisons hantées. Les Bamileke, c'est des pauvres. Ils sont sales. Ils ont des gros ventres. Ils ont des petits kikis. Vous voyez, tout ce qu'on peut dire des Bamileke, quand tu finis une soirée comme ça sur les réseaux sociaux, après avoir fait le tour, tu vois ce qu'on dit des Bamileke. Quand tu es Bamileke, tu vas, tu te couches. Ça fait très mal. Ça fait très mal.
Quand on te rappelle que tu n'es qu'un vendeur de terrain, tu es un odontologue, tu es un buveur d'odontol. Tout ce que tu sais faire, c'est vendre les thés et tout ça. Que ce soit nos frères Sawa, que ce soit le frère Fambeti Boulou. Quand ils finissent une soirée comme ça, ils se regardent, ils se disent, mais mon Dieu, c'est ce qu'on dit de mon peuple. Ils se sentent visés, c'est normal. C'est normal qu'ils se sentent visés. Et donc pour les enfants qui sont issus des deux peuples, imaginez ce qui se passe dans leur tête. L'enfant qui est Bamileke et Boulou ou bien Bamileke et Sawa, il entend ce genre de choses. Il est doublement peiné parce qu'il appartient à ces deux aires géographiques. Imaginez que quelqu'un se lève, les nordistes, ils ne sont pas intelligents, c'est des moutons, ils ne vont pas à l'école. Tout ce qu'ils savent faire, c'est élever des bœufs, taper les bœufs et tout ce qu'on voit des gens raconter. Sur les plateaux télé, les gens se permettent de dire les moutons du Nord. En commentaire, là où c'est le plus virulent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le discours parfois seulement que les gens tiennent. En organisant des directs comme ce que je fais, non. C'est dans les commentaires. Allez lire les commentaires, souvent vous êtes dans un direct. Merde. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe entre les Camerounais. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de haine? Quand on dit qu'il y a glissement de terrain en Gouache, il y a plus de 50 morts, plus de 100 à 200 disparus. On est en train de rechercher des corps partout. Vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui ouvrent des champagnes. Les Aline Zomobem, ces Écueils d'Afrique, Narcisse Marga, tous ces gens-là, ils font la fête. Jusqu'à d'autres ont organisé des directs pour dire que rien ne s'est passé à l'ouest. Vous dites que quoi? Que qu'est-ce qui s'est passé à l'ouest? Champagne, pouf! Allez voir en commentaire ce que les gens disent. Mon Dieu. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est qu'en réalité, les gens sont comme ça. Mais comme ils n'avaient pas la possibilité d'exprimer leur haine, ce n'est pas les réseaux sociaux qui créent la haine en nous, Camerounais. Non. C'est qu'il y avait cette haine-là latente qui était déjà là. Les réseaux sociaux maintenant ont juste permis aux gens d'exprimer, n'est-ce pas, leur fort intérieur, leurs sentiments. Voilà exactement ce qui se passe. Donc, il y a dans ce projet-là maintenant des Bamileke qui tiennent des discours inacceptables. J'ai vu l'autre jour, Maréchal Nino tenir un discours encore revenant sur l'affaire des Bassa qui l'attaquent, en parlant de l'affaire, comment on appelle, Martin Camus Mime, avec la jeune fille Bamileke, ou c'est Jessica, je ne sais plus, Bayemi, quelque chose comme ça. Parti encore de là pour attaquer les Bassa sur une affaire où le monsieur a déjà demandé pardon. Le monsieur a même pleuré. Il est même devenu pasteur. Il a été en prison. La Coupe d'Afrique s'est organisée dans son propre pays. Il n'a pas été là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette affaire-là qui est venue, n'est-ce pas, tout casser. On ne peut pas punir quelqu'un doublement. On ne peut pas punir quelqu'un triplement. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut sortir de ce discours-là. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Vous donnez donc l'impression aux gens que les Bamileke ont un projet qu'ils cachent et qu'ils attendent seulement que Kamto, leur frère, arrive au pouvoir pour massacrer les autres. Je reviens sur ça. Parce que c'est ce qui se fait souvent peur aux gens. Le Bamileke. C'est que le Bamileke n'est pas droit et direct dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est souvent très fourbe. Le Bamileke beaucoup dans la rue, qui ne dit pas les choses telles qu'elles sont. On ne sait pas trop ce qu'il pense. Le Bamileke a toujours ce truc-là vicieux derrière qu'il prépare. Ça fait que les gens font difficilement confiance au Bamileke.
Les gens ont peur de nous parfois. Il y a le tribalisme, la jalousie derrière, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais il y a aussi cette vérité-là que les gens qui sont non Bamileke, leur rapport entre Bamileke et nous, c'est souvent un rapport un peu conflictuel, teinté d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que il y a cette peur-là du Bamileke, qui n'est pas quelqu'un, le Bamileke n'est pas quelqu'un de droit, qui dit les choses telles qu'elles sont. Le Bamileke, c'est quelqu'un qui a un côté toujours fourbe. Il y a toujours un truc un peu louche dans ce que le Bamileke fait parce que derrière, il y a un petit plan, un petit truc qu'il prépare. Il n'y a pas que la jalousie des autres, non. Parce que les Bamileke sont riches, ils sont milliardaires, ils ont des immeubles, ils ont des commerces partout. Non. Il y a un ami à qui j'ai posé la question la dernière fois. Tu vas au pays, tu fais tes chantiers, tu as tes business. Pourquoi tu as choisi un nordiste pour mettre comme celui qui gère toutes tes affaires alors que tu as les Bamileke dans ta famille? Il a dit que, qui, moi? Pourquoi tu as pris un nordiste à qui tu as remis? Celui qui gère toutes ces choses, quand il donne comme ça, il part, il se couche, il dort, il n'a peur de rien. C'est un nordiste qui gère. Il n'a pas donné à son propre frère. Parce que ça fait qu'à un moment, les gens ont peur de nous. Je dis la vérité, je suis lucide quand je parle des Bamileke. Quand je parle des boules, je suis lucide. Ce n'est pas parce que je suis Bamileke que je cache les saletés qu'il y a dans mon propre ventre. Quand les Bamileke sont arrivés ailleurs, dans les autres parties du Cameroun, hors de l'Ouest, c'est arrivé dans des conditions difficiles, pour certains qui étaient des serfs, qui faisaient le tout parti. Par exemple, bon, défriche 40 hectares si tu as ta force. Donne-moi peut-être 30 ou donne-moi 20, tu prends 20. Installe-toi là avec ta famille. Qui peut me donner une famille au Cameroun, camerounaise? Je ne parle pas des étrangers qui avaient un titre foncier au Cameroun il y a 100 ans. Qui avait un titre foncier au Cameroun? Ce n'est pas les trucs que c'est les Blancs qui sont venus avec le titre foncier. Il y avait quel Camerounais, revenez-moi seulement 70 ans en arrière, qui avait un titre foncier? Qui peut te dire que voici en 1900, voici il y a 70 ans ou il y a 80 ans, cet espace de terre-ci m'appartenait. Voici signé par ceci. Il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de gouvernement. Il y a 80 ans, il n'y avait pas un président au Cameroun. Ça n'existait pas. Les communautés, la terre appartenait aux communautés, la terre appartenait à tout le monde. Mais quand les Bamileke arrivent dans d'autres régions, les Bamileke n'ont pas que acheté toutes les terres. Il y a certainement des quoi et tout, autres qui ont reçu nos parents par gentillesse, qui ont dit installez-vous là. Ils avaient des terres partout, ils faisaient quoi de ces terres-là? Installez-vous. Aujourd'hui, certains Bamileke se comportent comme si les autres n'avaient jamais été accueillants et gentils envers les Bamileke. Non. Certains Bamileke se comportent sur la toile comme si non, tous les terrains, on avait forcément acheté tous les terrains. Non, il y a des terrains qu'on a eu gratuitement. Il y a des gens qui ont accueilli, qui ont dit aux Bamileke, épousez-nous, voilà nos sœurs, vous voulez les épouser, faites d'elles vos femmes. Épousez-les. Voilà les champs, si tu as ta force, à l'époque, ce n'était pas des... C'était des grandes forêts, des forêts denses. Donc si tu avais ta force, tu prenais ta hache, tu détruisais arbre après arbre pour créer ton champ, pour cultiver tes maïs et tes maniocs et autres. Il fallait être fort. Mon grand-père avec qui j'allais au champ tout petit jusqu'à l'âge de 12 ans à son décès, quand il nous raconte comment il a créé ses plantations, je le regarde comme un monstre. Il n'y avait pas de scie à moteur. C'est avec la hache. Il limait la hache, la petite machette, il coupait les arbres. D'abord, ils sont arrivés dans une ville, un village. À l'époque, c'était que des arbres. On appelait ça Ndjungu. Ndjungu, Bouba. Ndjungu.
Ils ont créé un champ là-bas. Il a créé un champ pratiquement de 3 à 4 hectares là-bas où il cultivait le cacao. Quand la ville s'est rapprochée un peu, c'est venu du côté de Njombe. Il a quitté Njungu. Il est allé s'installer avec sa femme à Njombe. Et même Njombe à l'époque, c'était encore la brousse. Et il partait du centre-ville de Njombe pour aller à 10 km à l'intérieur. 10 km à pied. Créer un champ de 5 hectares. Même les autochtones, quelques autochtones, ils n'étaient pas nombreux d'ailleurs, quelques autochtones côtiers qui sont même là-bas, ils n'étaient même eux-mêmes jamais allés de ce côté-là. C'est des endroits où ça fait 100 ans, personne n'y avait mis pied. Les seules rares personnes qui pouvaient passer par là, c'était des chasseurs. Il est allé jusqu'à là-bas créer 5 hectares. Avec la force des bras. Il coupe 10 arbres aujourd'hui ou 5. Demain, il coupe 3. Un autre jour, il coupe encore l'autre. Comme ça, il coupe, il coupe, il coupe. Il coupe jusqu'à ce qu'il a fait une grande plantation de cacao, café. On cultivait tout ce qui était ananas et tout ça. Les pruniers et tout ce. Avocatier, il avait mis tout dedans, cola. Donc toutes les saisons pratiquement, quand il partait au champ, il revenait chez lui. Il récoltait quelque chose. Soit c'est avec les ananas qui rentrent, les safous. Quand c'est les saisons de cola, il sort avec les colas. Quand c'est les cafés. La grande saison, c'était en décembre avec les cafés. Nous, on partait dormir au champ les 2, 3, 4 jours, une semaine. Parce qu'il avait conçu une maison dans son champ. Des fois, on finissait, on dormait là-bas. On cuisinait et tout. Le matin, on part récolter le café. À 10 km à pied. Vous imaginez. 10 km. Salut Nico. Salut. Ça va? Ouais. 10 km à pied. Et donc, quand il arrive là-bas, vous vous rendez compte? Donc aujourd'hui, on voit des gens qui se lèvent, qui disent que attendez quand notre Kamto. Faites très attention. Parce que le projet que Kamto porte est un projet national. Qui n'a rien à voir avec le peuple bamileke, bien qu'il soit bamileke. Avec ça, on fait peur aux gens. Avec ce genre de discours offensif, tribaliste, virulent et tout ça. C'est pour ça que moi, quand je parle de tribalisme, je suis dans la construction. Je vais puiser dans les livres. Je vais puiser dans l'histoire racontée par les anciens. Je confronte les sources. Je fais un travail de construction de la conscience historique. Parfois, les gens sont même dans des discours haineux et autres. Je les appelle derrière pour dire arrêtez ça. Arrêtez ça. Appel au génocide. On va vous faire ceci. Attendez ceci. Quand on va prendre... Quand vous faites ça, vous croyez que vous allez rassurer les non-bamileke à voter pour notre frère Kamto? Quand ils savent que, attention, ces gens-là, attention, ce qu'ils sont en train de faire là, on ne sait jamais. Peut-être ils ont un projet de prendre tout le pays en otage. Parce que la manière qu'ils sont en train de parler, il y a souvent de ces choses que la meute, moi-même je vois, je suis gêné. Quand je vois comment on est tombé sur Penda et Koka. Quand je vois comment les gens sont tombés sur Ndoki. Comment les gens, ils ont leur faute, hein. Faut pas croire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Penda et Koka est décédé que on va dire que c'était un innocent. Attention. Ndoki avait un projet qui reste encore là. Est-ce que vous avez vu Ndoki à Yaoundé? Vous avez vu Ndoki à Douala? Ces gens-là avaient un projet clair de déstabiliser le MRC. Mais la manière que ces gens ont été également traités. Regardez comment on a traité N'Djamen. Paul Riking qui était un autre danger, celui-là, bon, j'en ai strictement rien à foutre. C'était pas un enfant de cœur. Mais il faut voir également comment ça s'est passé. Et tout ça n'est pas de nature à rassurer les autres. Il faut rappeler que tout le monde n'est pas bamileke comme nous autres. Il y a des gens qui sont d'ailleurs également. C'est pour ça que je parlais de boycott, même par exemple concernant le boycott des artistes. Boycotter un artiste,
Il ne faut pas oublier qu'un artiste est d'abord comme l'emblème d'une tribu. Si tu boycottes Longué aujourd'hui, même comme on dit que c'est le fou du village, attention. Les Yabassiens vont se sentir tout de suite touchés parce que c'est leur enfant. Si tu boycottes, je ne sais pas qui, Lady Ponce, même comme les Boulous l'insultent, ils ont tout fait pour qu'elle échoue à l'Olympia. Beaucoup l'insultaient. Attention, du moment où vous dites que vous allez boycotter, puisqu'ils considèrent que c'est la basse, une organisation Bamileke qui boycotte Lady Ponce, ils vont conclure que en fait, vous boycottez Lady Ponce parce qu'elle n'est pas Bamileke comme vous. Bien que les Bamileke eux-mêmes boycottent leurs propres frères, boycottent leur chef traditionnel, c'est pas ça qui les intéresse. Du moment où on boycotte, ils vont dire que non, vous boycottez parce qu'elle n'est pas de l'Ouest comme vous. Donc, on est à quelques mois des présidentielles. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Je reste cohérent dans mon discours. Je ne fais que tenir ce même discours depuis des années en vous disant, faisons attention, c'est nous qui avons intérêt à tout faire pour que Kamto soit président. Je ne dis pas qu'on va convaincre n'importe qui, hein, n'importe quel Toto qui va nous faire du chantage en disant que vous voulez qu'on vote votre frère Kamto et vous faites ceci. Nous, on ne va pas voter, on va voir si votre Kamto là sera président. On n'est pas là pour supplier quelqu'un. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Mais il faut rester dans la logique. Il faut rester droit dans ses bottes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On était parti pour un boycott pour le jeune frère qu'on appelle Itembe, qui avait été mis en prison pour 1 an quand il a dit le truc de la mère de Paul Biya et tout ça. On était parti à Auchan pour le boycott. Parce qu'il fallait aller là-bas boycotter les trucs, les entrées, les trucs des bananes et tout ça qui venaient de Ndjombe parce qu'ils ont des bananes de Ndjombe là-bas, boycotter et tout ça pour leur dire que non. On arrive donc sur le terrain. Le projet change à la dernière minute. Olivier Tchanan et Benjamin Baronniat me disent que non, il ne faut pas, on va aller à la FNAC, on va partir dans les rayons, tous les livres de Matin Camus Mime, on va balancer tout ça au sol. Je dis non, les gars, ne faites pas ça. Il a demandé pardon. Il a supplié. Il a pleuré. Il a été en prison. Il a perdu son emploi. Il avait une radio. Tout a vacillé. Du jour au lendemain, le gars a tout perdu. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme punition au-delà de ça? Ne faites pas ça. Il a déjà assez subi. Il a assez payé. Il a compris. Il a pleuré. Il a demandé pardon aux Camerounais. On ne peut pas bâtir une société sans pardon. Ce n'est pas possible. Là, ça devient des règlements de compte. J'ai dit, mais non, ne faites pas ça. Et moi-même, en tant que jeune auteur, je ne peux pas moi-même participer à une telle chose. Aller encore prendre le livre d'un autre auteur, autre jeune auteur, balancer au sol. Ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui a parlé, demandé pardon, qui a pleuré. Ça ressemble à quoi tout ça? Ce n'est pas bon. C'est devenu que Betty le Camille, il n'a pas le cœur. Il dit, bon, dans ce cas, comme vous êtes dans l'idiotie, vous voulez que tout le monde soit idiot comme vous, j'ai refusé cela, je ne le fais. Ah, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Ce que vous racontez, ça ne m'intéresse pas. J'en ai strictement rien à foutre de ce que vous pensez. Il y a une seule chose qui est évidente, c'est qu'on ne réfléchit pas de la même façon. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a apporté un plus vie, force, santé. Ôtez par vous, pluie de bénédictions ancestrales. J'espère que vous avez surtout partagé. J'espère que vous avez partagé. Ils sont là-bas en haut, contre nous qui sommes en bas. Il faudra se battre pour les dégager. Et toutes les tribus,
Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour qu'on y parvienne. Laisser le tribalisme, la discrimination, la haine, la stigmatisation. Il faut laisser tout ça pour se consacrer à un seul projet. Celui-là, d'entrer dans l'histoire en élisant pour la première fois de l'histoire de notre pays un président issu de la légitimité populaire. Merci, Otep. Très bonne journée.